Bonjour à tous. Donc merci de nous recevoir, Sopexa, l'agence, et moi-même ici donc pour vous parler de ce beau sujet des NFT, du métaverse, des cryptos en général. On entend beaucoup parler de ces sujets-ci en ce moment, notamment dans les médias, et ça reste quand même assez opaque. Donc déjà, je voudrais en profiter pour déjà m'introduire auprès de vous. Je suis effectivement en charge de la stratégie et de la création au sein d'un groupe qui s'appelle Sopexa, qui est un groupe spécialisé pour la promotion des produits agroalimentaires et agricoles dans le monde. Donc on opère dans beaucoup de marchés différents, on aide des annonceurs de tout type, des marques privées, mais également des interprofessions, notamment françaises, à donc les mettre en relation avec des consommateurs qu'on connaît très bien puisqu'on est à leur côté. Euh, donc je suis moi-même en charge de la stratégie et de la création. Je ne suis pas un spécialiste technique ou technologique. J'ai un background en fait en agence de digital. De fait, j'ai pu accompagner des annonceurs. Donc chez Even, l'agence du groupe Hopscotch, qui est une agence du coup dédiée au social, à l'influence. Et ensuite, je suis arrivé chez Sopexa pour essayer de mettre à profit toutes mes connaissances, notamment sur le digital, pour les mettre à profit, pour promouvoir les produits pour lesquels on travaille. Donc, tout ça pour vous dire que même si j'ai une petite expérience sur le digital, je suis quand même assez novice. C'est-à-dire que comme vous, en fait, je perçois de loin qu'est-ce que sont les NFT, le métaverse. J'ai eu, il y a peu, une idée assez opaque de tout ça. Et petit à petit, j'ai compris l'intérêt au-delà de ce qu'on peut avoir tous comme préjugés, c'est-à-dire c'est que de la spéculation. Euh, c'est quelque chose qui ne perdurera pas dans le temps. J'y ai compris notamment l'intérêt pour la promotion de nos produits agroalimentaires, ou du moins la promotion de tous les produits, quels qu'ils soient, de tous les secteurs, et notamment pour notre industrie, le food and beverage. Donc, durant ce petit temps, et j'ai qu'une demi-heure avec vous, c'est assez court puisqu'il y a beaucoup à dire. Euh, je vais déjà, dans un premier temps, essayer d'introduire rapidement ce que je comprends moi, en tout cas avec ma perception, ma vision de ce monde-ci, donc le Web3, le Web3 qui englobe le métaverse, qui englobe les NFT, qui englobe la crypto, cette nouvelle révolution qu'est le Web3, donc de vous donner des clés de compréhension et ensuite vous montrer des exemples plutôt concrets qui sont mis en place par des marques food, et notamment pour atteindre les objectifs qu'elles se fixent en tant qu'annonceurs pour se connecter aux consommateurs. Donc très rapidement au sujet des grands principes du Web3. Donc Web3, ça fait troisième version du Web. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas techno et qu'on n'est pas digital pour un sou? Ça peut faire perdre un peu pied. Le Web3, c'est surtout avant tout une révolution qui réinvente, au-delà de la technique et du support technique, les relations, le sens de la communauté. C'est un rééquilibrage en fait des pouvoirs et du rapport que les marques peuvent entretenir avec leur communauté. En fait, on pourrait limite presque définir le Web3 comme le principe démocratique ultime, où en fait chacun est capable d'œuvrer pour le bien de tous, où chacun est acteur pour le bien de tous. Donc c'est avant tout ça le Web3, avant de parler de techno, avant de parler de process, avant de parler de tout ce qui est aussi un peu rebutant, puisque c'est ça, il y a un sujet sur l'accessibilité du Web3. Avant tout, c'est une philosophie, et c'est comme ça qu'il faut concevoir le Web3. Ce Web3, troisième version, il a débuté avec une première version qui était le Web 1, qui était dans un rapport direct de one-to-one, c'est-à-dire la mise en relation d'une personne à une autre personne via un lien dédié, une URL. Voilà. Donc c'était très technique, très techno. C'était surtout la mise en relation via l'outil très technique et assez terre à terre. On est ensuite arrivé à une deuxième phase qui est le Web 2, qu'on connaît bien puisque c'est vraiment celui dans lequel on est aujourd'hui principalement, c'est-à-dire la relation d'un émetteur qui serait au-dessus, dans une relation top-down, au-dessus, avec sa communauté en dessous, et donc principalement, par exemple, les plateformes sociales. Lorsqu'une marque a son réseau social, elle est émettrice du contenu et elle adresse à ses communautés, ses followers, ses abonnés. Le Web 3, c'est encore autre chose. Le Web 3, c'est un nouveau dispatch, en fait, de tout ça, avec chacun qui est acteur pour tous les autres, comme je vous ai dit au début. Donc, c'est le principe d'ultime démocratie. On n'est plus dans un rapport top-down, on n'est plus dans un rapport de lien hiérarchique, où moi, j'émets mon contenu, je le promeus, je le finance et je l'adresse à mes communautés. On est dans un lien, finalement, qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus transparent, où chacun va être au même niveau de tous les autres. Et la marque, finalement, est là aux côtés de ses communautés, mais elle accorde du crédit à ses communautés. Il y a une rétribution pour les communautés, au même titre qu'il y a un intérêt pour la marque. Et c'est ce dont je vais vous parler juste là.
Donc la chose à dire aussi au regard de notre secteur food and beverage, ce qui est très important, très intéressant, c'est que il n'y a pas plus rapide en termes d'évolution, il n'y a pas plus, il y a pas plus changeant que le secteur de la food et du beverage. On sait, on l'a vu au combien finalement les tendances pouvaient évoluer. On a vu notamment avec le Covid, la pandémie, les évolutions des tendances aussi entre les différents marchés, qu'il y a énormément de changements. Et de fait, il faut que nous, en tant qu'annonceurs ou en tant que marque qui produisons et qui cherchons à rentrer en contact avec les communautés, on soit au fait de ces évolutions-là. Le Web3 est une évolution majeure, on est à l'aube de cette évolution-ci, mais il est important et indispensable de la comprendre parce qu'on est justement au cœur de ce secteur qui est à la pointe des évolutions, à la pointe du changement, beaucoup plus qu'aucun autre. À titre de comparaison, le secteur automobile, par exemple, lorsqu'on dit que 30-40% des investissements publicitaires sont dédiés à l'électrique dans la voiture, on sait que ça va marquer les 10 prochaines années. Nous, les tendances, en fait, food, beverage, elles changent constamment, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tout le temps, ça change. Il y a des nouveaux usages et de nouvelles manières de consommer qui arrivent, et nous, on doit être absolument présents et là pour comprendre tout ça. Le Web3, du coup, de fait, ça nécessite que dès maintenant, on s'y intéresse et qu'on comprenne la façon dont ça nous permettra de nous rapprocher de nos communautés, d'interagir et aussi de faire en sorte, évidemment, que ces communautés consomment nos produits. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un juste équilibre entre les consommateurs d'un côté et les marques de l'autre. On n'est plus dans un rapport top-down, on n'est plus dans une marque qui émet une communication sur son produit et qui l'adresse à ses communautés. On est sur une rétribution pour les deux au même niveau. C'est-à-dire que d'un côté la marque et de l'autre côté les communautés. La marque, de son côté, aura cette capacité à pouvoir tirer des bénéfices sur une transformation de la valeur de la partie incrémentale, sur le fait de réussir à pouvoir faire changer le paradigme structurel dans lequel elle évolue, par exemple sur le fait de pouvoir réussir à faire évoluer ses produits au plus proche de ses communautés, de ses consommateurs. Donc voilà, il y a un vrai intérêt pour les marques qui, par exemple, jusqu'à présent, sous-traitent à des instituts d'études cette partie analytique. Aujourd'hui, avec ce Web3 et avec cette proximité permise avec les communautés, la marque, finalement, pourra en tirer des bénéfices directs sur l'évolution de ses produits, si on parle par exemple du marketing. Et de l'autre côté, la valeur ajoutée pour le consommateur, au-delà du fait d'être extrêmement proche de la marque qui est appréciée, c'est de pouvoir y en tirer un bénéfice. Ce qu'il faut dire, c'est que le Web3, c'est avant tout du transactionnel. Lorsque je vais, on va le voir juste après, le principe fondateur du Web3 au-delà des cryptos, c'est vraiment le NFT. Moi, détenteur de mon NFT, je vais pouvoir avoir cette rétribution au-delà du lien privilégié à la marque, aussi avec un lien et un privilège lié à la transaction qui m'est permise et à ce que je vais pouvoir en tirer comme bénéfice parce que aujourd'hui, et c'est ça aussi la révolution du Web3, c'est que tout se monnaie, il y a une approche transactionnelle et ce n'est plus un grand tabou alors que Internet, au début, quand Internet est arrivé, on a toujours dit, bah voilà, on est loin des problématiques financières, de toute façon, cela ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on assume, le Web3, c'est ça, c'est le fait qu'on assume qu'il y a cette notion d'argent et de rentabilité et ce juste équilibre des pouvoirs aussi qui se traduit par la rentabilité pour les marques d'un côté et les consommateurs de l'autre. Voilà, donc c'était le chapeau qui reste peut-être encore très conceptuel et assez haut. Maintenant, on rentre plus précisément dans les faits assez concrets. Donc, d'abord, tout commence par les NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? C'est pas juste une image, c'est pas juste un JPEG. Voilà, on entend beaucoup parler des NFT comme étant des images, par exemple les Bored Ape, cette image-ci que vous avez là, qui se monnaie des centaines de milliers d'euros. Et on se demande à quoi bon finalement faire cela, quel est le sens de tout ça, pourquoi un JPEG vaut autant. En fait, avant tout, le NFT, c'est une clé d'accès à un monde. C'est un certificat de propriété digitale. En fait, c'est quelque chose qui est infongible, donc c'est quelque chose à moi qui m'appartient, qui ne peut pas être dupliqué. Et cet acte de propriété me donne accès à différents avantages, à différentes choses. Et c'est surtout ça le principe du NFT, plus que le artwork ou le JPEG. Cette clé d'entrée, elle me donne accès à énormément de mondes différents. Et c'est en ça que ça va être révolutionnaire, non seulement sur notre secteur food beverage, mais aussi sur tous les autres secteurs. La clé d'entrée, le NFT, va nous permettre de pouvoir interagir sur différents sujets. Si moi, je suis intéressé par le domaine scientifique, cette clé d'entrée me permettra d'avoir un accès privilégié à des programmes spécifiques qui ont été pensés pour les personnes qui sont extrêmement sensibles à la science, par exemple, ou aussi à la musique. Il y a Pianity, dont on s'est parlé récemment. Alors, Pianity, c'est une start-up française qui a été primée à Austin
cette année, en mars 2022, du coup, Austin, avec le gros salon du South by Southwest, qui est la grande messe de la technologie et de la créativité, donc Pianity, qui justement essaie de révolutionner en fait, le secteur de l'industrie musicale pour essayer d'envisager une nouvelle manière de rétribuer les artistes. En fait, tous les secteurs vont être désormais conditionnés par ce nouveau rééquilibre et ce que permettent les NFT, ce que permet le Web3, ce que permet cette nouvelle façon de percevoir le business. Alors très concrètement, et ça je vous le passe assez rapidement, très concrètement, puisque NFT c'est très beau dit comme ça, mais comment j'accède aux NFT? Ça c'est la grande problématique qu'on a aujourd'hui. Il y a la problématique de l'accès, c'est aussi l'écueil dans lequel on tombe rapidement, c'est-à-dire de se dire en fait c'est ça le principe et allez-y, c'est facile. En fait il n'y a rien de facile dans les NFT. C'est ça le premier frein en fait à l'usage. Très basiquement, alors ça c'est la méthodologie la plus la principale, la façon dont on peut accéder à un NFT. Je vous ai mis les différentes étapes. Ça commence par une wallet, en fait, un portefeuille virtuel qui est ce qui va pouvoir héberger à la fois ma crypto-monnaie, qui me permet aussi d'acheter mes NFT. Cette wallet-là, elle va ensuite donc héberger mon argent crypto-monnaie et mes NFT. Et c'est cette wallet-là qui est directement sur mon browser, sur mon navigateur Internet, qui va être ensuite mis en relation avec un site web ou alors avec tout autre portail en fait, qui nécessite la clé d'accès du NFT. C'est ce que le site va détecter. Il va détecter ma wallet, en fait. Donc, vous voyez, on a par exemple une wallet qui est MetaMask, il y en a d'autres, que j'installe sur mon navigateur. J'y mets de la crypto-monnaie qui me permet ensuite d'acheter un NFT. On le mint ou on l'achète sur le marché secondaire et je ne m'étendrai pas là-dessus. Et ensuite, je peux interagir avec des marques, avec ce monde-là. Alors, on parlait de métaverse, on parle de métaverse et on verra ce que c'est exactement juste après, très rapidement. Mais en fait, le NFT, c'est cette clé d'entrée. Donc, c'est vraiment là-dessus que je souhaiterais insister auprès de vous parce que c'est les premiers, c'est la base de tout. Détenir ce NFT me permet d'accéder via nous maintenant des portails qui nécessitent la clé d'entrée. Alors, par exemple, là, ce site, ce concept Imaginary Ones, qui a d'ailleurs récemment créé un partenariat avec Hugo Boss. En fait, ceux qui ont ce NFT auront des avantages très, très spécifiques avec la marque, avec Hugo Boss. Du coup, lorsque je vais sur le site d'Imaginary Ones ou quand j'irai sur le site d'Hugo Boss demain, le site d'Hugo Boss me demandera d'authentifier l'acquisition, enfin, la détention de ce NFT et m'ouvrira les portes de son site et de son écosystème, et notamment, par exemple, de l'e-shop. Voilà. Mais on peut s'imaginer tout ce que ça permet en fait dans le monde, dans notre secteur, sur le food beverage, le fait de détenir un NFT sur une catégorie de produits. On le voit, alors ce qui marche assez bien dans le food beverage, et ça je vais vous montrer les exemples après, c'est notamment le monde des spiritueux. Il y a eu une idée assez simple, assez smart sur le principe des spiritueux. On sait que aujourd'hui, le spiritueux, c'est surtout beaucoup de la spéculation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui achètent des grands vins, par exemple, beaucoup d'entre eux ne consomment pas le vin. Ils achètent le produit en avance, ils le laissent stocker quelque part et ils attendent que la valeur du produit augmente pour ensuite transférer la propriété. Le NFT, ce qui est intéressant, c'est qu'on évite de déplacer la bouteille. La bouteille reste à la cave de la propriété. J'acquiers simplement le NFT, qui est l'acte de propriété de cette bouteille. Et ensuite, je peux revendre ce NFT plus cher, si je le souhaite, et ça transférera l'acte de propriété de la bouteille. Si je veux récupérer la bouteille, puisque désormais je ne veux plus faire de transaction, je brûle mon NFT, je l'échange en échange du produit physique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont imaginables avec ce principe de clé d'accès et de détention de propriété. Je vous passe ça rapidement, c'est plus la partie social media. En fait, ça aussi, c'est intéressant si vous êtes en charge des gestions des écosystèmes sociaux de vos marques. On parle beaucoup des espaces sociaux, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très Web 2, c'est très top-down. On a vu que Facebook essaie d'initier un nouveau sens de la communauté avec le développement de Meta. Discord est un outil, est une plateforme sociale qui est très appropriée en fait à l'échange pour les communautés du Web3 et de ces personnes qui ont des NFT, puisque le site et la plateforme est déjà pensée comme une plateforme communautaire d'échange et pas du tout avec le principe de médiatisation et de monétisation en fait, des contenus.
Donc en ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis juste avant. Voilà, cette plateforme Discord, je vous invite à aller dessus et de voir ce qui s'y passe. De plus en plus de marques vont là-dessus, celles qui abordent le Web3 et désormais entretiennent leur communauté sur Discord. En fait, Discord, juste pour résumer, lorsque je vais sur Discord, qui est cette plateforme sociale, je peux accéder à ma marque, sur les grands principes de ma marque, avec ce portail dans Discord, le portail de ma marque, où il est écrit quel est mon produit, quelle est ma vision entrepreneuriale, quels sont les développements à venir futurs. Ça, c'est les grands principes. Et en fait, Discord me permet de me loguer et de authentifier mon NFT pour me donner ensuite l'accès à d'autres parties du site qui seraient de la plateforme, qui seraient des parties cachées, réservées exclusivement aux détenteurs du NFT. Donc en ça, c'est pour ça aussi que cette plateforme, elle est plutôt bien plébiscitée par les communautés du Web3. Un mot rapide sur le métaverse. Le métaverse, c'est un sujet qui est extrêmement connu. On en parle beaucoup, les médias en parlent énormément. Métaverse, c'est un grand mot, c'est un gros mot, presque, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a rien de méta, rien n'est sans frontières. En fait, aujourd'hui, les frontières existent toujours. Lorsqu'on va sur le métaverse, on accède à des plateformes existantes qui proposent leurs écosystèmes. Voilà, donc notamment les sites, les plateformes de jeux. Et donc le concept du métaverse, il existait déjà il y a longtemps. Il existait à une époque où d'abord le gaming a développé ce principe-là de métaverse, World of Warcraft par exemple, Roblox, qui sont des éditeurs de jeux vidéo qui déjà initiaient à un monde en 3 dimensions où je pouvais moi me mouvoir au sein de ce monde. Et donc voilà, et c'était ça le premier sens du concept du métaverse. Aujourd'hui, on en est là-dessus, c'est-à-dire qu'on cherche à recréer en fait des espaces 3 dimensions en 3D où je vais pouvoir moi bouger, naviguer au sein de cet espace et pouvoir, en contraste avec le monde réel, dans ce monde de métaverse, pouvoir accéder à de l'expérience. Voilà. Mais le métaverse, c'est presque une illusion, c'est un grand principe très illusoire, puisqu'en fait, ça veut juste dire le monde virtuel où je peux moi bouger via un avatar en 3 dimensions. On est assez contraint dans le métaverse aujourd'hui par l'esthétique, par la qualité du rendu graphique, puisqu'on est indexé sur des plateformes qui ont déjà en fait leur esthétique. Et de fait, les marques désormais cherchent à créer ces espaces-là virtuels 3D et elles vont plutôt sur ce qu'on appelle des microverses, donc pour vraiment développer from scratch depuis zéro en fait leur propre configuration. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus puisque voilà, c'est pas tant le sujet de cette présentation. Peut-être que vous avez vu le film de Spielberg, Ready Player One. C'est un film qui relate assez bien de ce qu'est le métaverse, en fait, notamment via le lien au gaming, puisque en fait, pour accéder, sans faire de spoil, je ne vais pas vous spoiler, puis ça serait très, très long et très. Je me souviens d'ailleurs même plus des intrigues, mais en tout cas, on se souvient de ce film par l'accès au monde en fait virtuel permis par les personnes qui se connectent via leur casque de réalité virtuelle. Et en fait, l'interactivité et tout ce qui m'est permis de faire dans ce monde virtuel. L'esthétique de Ready Player One, elle est exceptionnelle, elle est magnifique. C'est absolument pas aujourd'hui l'esthétique qui est possible de voir et d'appréhender dans ce que permet le métaverse aujourd'hui ou les gros éditeurs de plateformes pour le métaverse. Donc on est sur une esthétique assez pauvre, on est sur du pixel, c'est pas terrible. Voilà. Donc ce qui fait qu'une marque, quand elle veut vraiment créer une belle expérience et qu'elle veut vraiment avoir un design à l'effigie de son produit et de sa marque, elle va choisir de développer une plateforme, développer un écosystème qui lui ressemble et n'ira pas sur les grosses plateformes de métaverse. Voilà, je vais essayer d'être assez concis. J'ai quelques exemples pour vous montrer ce qui peut être permis, en tout cas par rapport à ces grands sujets du Web3, des NFT, du métaverse, et la façon dont quelques marques en fait, de notre industrie food and beverage, comment elles se l'ont approprié, comment elles sont appropriées ces opportunités. Un premier exemple avec Bud Light, qui a créé une série de 10 000 NFT. Je ne me trompe pas, bien 10 000, 12 600, pardon. 12 600 NFT. Chaque NFT est unique et en fait est rendu accessible via une transaction. Donc, pour acheter un NFT de Bud Light, cette bière américaine, il faut que j'aille sur une plateforme qui me permette cet achat. Donc, par exemple, en l'occurrence ici OpenSea, j'achète ce NFT, ça le transfère sur mon portefeuille virtuel et à partir de la détention de ce NFT, s'offre à moi un monde, le monde de Bud Light, où j'aurai des avantages exclusifs, où la marque entretiendra avec moi un lien privilégié. Voilà. Et c'est ça en fait tout le principe. Bud Light l'exploite assez bien. Ils ont développé par exemple pour être plus proche de leur communauté et notamment des plus jeunes,
des NFT qui mettent en relation, qui mettent en exergue les passion points de la cible. Donc, par exemple, vous avez des sneakers, vous avez des lunettes, vous avez un casque vert, vous avez beaucoup de choses. Donc, c'est une façon de pouvoir exploiter en fait le monde ce qui intéresse véritablement les cibles, et, notamment donc, les plus jeunes, la Gen Z. Et donc, ensuite, cette détention de NFT me permet d'avoir énormément d'avantages. En fait, ce qu'il faut retenir, et là j'arriverai ensuite à la conclusion avec un autre exemple, ce qu'il faut retenir vraiment du Web3, c'est que c'est la meilleure façon de créer la communauté, de s'en rapprocher. Dans notre industrie food and beverage, il n'y a pas plus important qu'être proche de ses consommateurs pour comprendre en fait leurs attentes et voir de quelle façon on peut faire évoluer nos produits. On est souvent assez loin, on a souvent une vision assez beaucoup d'innovation certes, mais assez décorrélée et finalement même dans le fait de pouvoir réussir à déployer un produit au niveau international. Il y a tellement de changements, tellement de choses qui importent en fait, au niveau local qu'il n'y a pas plus important de comprendre sa communauté et de l'initier. Le Web3, il n'y a pas plus performant. Quand vous voulez créer une communauté aujourd'hui, on fait appel à des influenceurs. Le Web2, voilà, c'est donc encore une fois le top-down, l'influenceur qui adresse des communautés très larges et il monétise ça. Aujourd'hui, le Web3, c'est surtout la marque qui se délie de tout espace médiatique, qui arrête de payer de l'argent à des personnes qui vont relater leur contenu ou qui vont porter leurs bonnes paroles. Elle est, elle, directement propriétaire en fait, des communautés qu'elle aura initiées grâce au NFT. Deuxième chose, dernière chose, pour l'intérêt de la marque, c'est que le NFT, en fait, il existe sur plein de plateformes. Il n'est pas corrélé à un espace, par exemple, comme Facebook. Facebook, c'est compliqué. Facebook nous demande de l'argent pour acquérir des fans, il nous demande de l'argent pour engager ses fans, donc 2 fois de l'argent. On est finalement intrinsèquement lié à Facebook, aux écosystèmes sociaux. Le NFT, en fait, on est loin des plateformes sociales. On a un lien privilégié à la communauté et la marque peut adresser ses consommateurs dès lors qu'ils ont le NFT où que ce soit. Et même dans le monde physique, puisqu'on peut s'imaginer qu'ici, demain, si Bud Light est ici au Cial, l'année prochaine, elle peut dire aux membres de sa communauté qui est détentrice du NFT qu'à cet endroit dans le Hall 6, elle pourra organiser un événement avec du tasting produit, de l'innovation, des rencontres exclusives, etc. Et pas forcément en passant par une plateforme sociale qui va lui demander beaucoup d'argent. Voilà. Un autre exemple, et ça je vous en ai parlé un petit peu en intro, sur les spiritueux. Ce qui est intéressant et ce qui est opportuniste, quelles sont les opportunités apportées par le Web3, pour le monde des spiritueux, c'est cette valorisation du produit et ce transfert de propriété du spiritueux. J'achète un NFT qui est le produit que je souhaite acheter. Il reste en fait stocké au sein de la maison qui produit l'alcool. Et ensuite, donc moi, si je ne veux pas récupérer ce produit-là, je vais juste garder ce NFT donc, qui montre mon acte de propriété. Et ensuite, je pourrais le transférer si jamais je souhaite le revendre en espérant, et ça c'est une logique qui est là, que mon produit, mon JPEG, en l'occurrence, mon NFT gagne en valeur. Donc là vous voyez 0,79 Ether, c'est la crypto-monnaie qui est principalement corrélée au NFT. Cette crypto-monnaie, bah voilà, c'est 0,79, donc ça représente à peu près 1002 au cours d'aujourd'hui, 1200 euros. Peut-être que les détenteurs de ces NFT-là attendront que la valeur augmente et ensuite en profiteront pour transférer l'acte de propriété via une monétisation. Donc voilà, un avantage pour créer de la rareté autour des produits, créer de la rareté autour des contenus, créer des événements pour augmenter, améliorer la valeur perçue des produits. Avant-dernier exemple, Carrefour par exemple, donc, qui a saisi l'opportunité au niveau notamment des médias et de ce que du sujet qui intéresse énormément les médias, le métaverse, ce mot un peu fourre-tout qui fait retenir l'attention. Finalement, si on s'arrête à ça et on ne va pas sur la valeur utilitaire, c'est assez positionnement pour une marque. C'est très positionnant de se dire que nous aussi, on participe à cette révolution-là. Et donc, typiquement, Alexandre Bompard publié il y a quelques temps, puisque c'était en janvier de cette année, un contenu sur Twitter qui mettait en avant le fait que Carrefour a initié son premier pas dans le métaverse avec l'acquisition d'un NFT qui est issu de ce métaverse. Donc voilà, sans aller très loin dans l'explication de ce que ça apporte concrètement, c'est juste que ça permet à la marque d'accroître sa visibilité puisque ça nous permet d'engager la presse facilement, ça nous permet de faire du earned media facile sans avoir à payer. Donc il y a beaucoup, voilà, ça c'est un avantage et potentiellement aussi de rafraîchir l'image de marque. Si on est un groupe qui a besoin de rafraîchir cette image de marque, en tout cas vis-à-vis de ses concurrents, c'est intéressant. Et là, dernier exemple au sujet du métaverse de Kellogg's. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le métaverse, c'est ce que permet le métaverse, c'est justement ce deuxième monde, ce monde virtuel en 3D,
eh bien, à défaut d'avoir un lieu physique où on peut recréer l'expérience et faire vivre la marque, le métaverse permet de faire vivre en fait cette expérience-là. Et donc là, typiquement, Kellogg's sur Roblox. Roblox, c'est l'éditeur de jeux vidéo qui ouvre son univers et son métaverse à Kellogg's et lui permet, moyennant une monétisation évidemment, de recréer en fait une petite activation événementielle au sein de cet écosystème. Et donc, les joueurs peuvent se rendre dans le jeu et accéder à cet espace qui est complètement brandé par Kellogg's. Donc, on comprend ce que ça fait, ce que ça apporte pour la valorisation de la marque, etc. Voilà, j'ai été assez rapide. Donc, en conclusion, ce qu'on doit retenir, c'est que, en fait, au plus que même le principe technologique, c'est plutôt l'approche révolutionnaire qu'il faut percevoir. C'est en fait le nouveau rapport à ces communautés, la nouvelle redistribution de la valeur. C'est le fait de n'être plus forcément dépendant des intermédiaires en tant que marque et annonceur, de ces intermédiaires qui prennent énormément d'argent. C'est être libre de pouvoir adresser ces communautés, de pouvoir s'inspirer de ces communautés et de pouvoir rétribuer ces communautés sans entrave. Donc ça, c'est vraiment le mot clé, c'est sans entrave, sans contraintes techniques, financières. C'est la liberté et donc c'est en cela une révolution. Et enfin, je vous partage cette image qui est assez parlante, qui avait été éditée par le Daily Mail en 2000, qui se demandait si Internet n'était pas juste une tendance qui allait passer, parce que les usagers étaient de moins en moins nombreux et finalement plus si enthousiastes. On a vu ce qu'est Internet aujourd'hui, c'est à la base de tout, c'est à la base de nos échanges, de notre travail, des échanges avec notre banquier, des acquisitions immobilières, de nos relations amoureuses. Donc on sait à quel point Internet et ce monde virtuel est omniprésent pour nous. Donc aujourd'hui, on regarde ça avec un léger sourire, on se dit mais comment on n'a pas su percevoir plus tôt finalement, et on aurait peut-être pris de l'avance sur nos concurrents. Aujourd'hui, le Web 3, c'est aussi une révolution, c'est pas que le Web version 3, c'est une nouvelle révolution qui permet d'entrevoir différemment les relations à ses communautés et au développement de sa marque. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, c'était très clair et c'est pas évident de vulgariser ça. Je découvre aussi. Est-ce que donc le Web3 apporte un nouveau type de client aux marques, une clientèle, on va dire, plus large, et quel est le profil des gens qui vont acheter les NFT, etc. Est-ce qu'il y a un profil bien particulier? Alors, merci beaucoup pour la question. Évidemment, c'est le gros du sujet, puisque lorsque nous, par exemple, on essaie d'accompagner ces marques, les marques food et beverage, vers ce monde-là, la première question des marques, c'est est-ce que ça match entre nos consommateurs actuels et ceux que vous allez réussir à engager sur le Web3 ? La réalité, elle est qu'on est à l'aube de ce qui se passe. On est vraiment à l'aube, donc on a un profil de personnes qui sont déjà des personnes en avance et de fait des communautés qui... Pas tant une question d'âge, puisqu'il y a autant de gens perdus d'un jeune âge que de gens plus âgés. C'est plutôt sur un profil effectivement de gens assez tech, qui comprennent le sens de tout ça et du coup qui notamment sont dans une approche assez basée sur la valeur, sur la partie transactionnelle. Donc c'est-à-dire que j'acquiers ce NFT dans l'espoir que ça soit valorisé plus tard, plus que le prix d'achat, pour le revendre plus tard. En fait, on a quand même principalement ce genre de profil, mais on s'ouvre néanmoins aujourd'hui à de nouveaux types de profils, notamment grâce aux marques. Et ce n'est pas forcément les marques food beverage, c'est surtout les marques, par exemple, de fashion, de luxe. Il y a Gucci, il y a beaucoup de marques. Il y a Hugo Boss récemment avec l'exemple que je vous ai partagé. Vous pouvez creuser si ça vous intéresse, qui, elles, amènent leurs clients, puisqu'en fait, ça force leurs clients à s'intéresser à la création de valeur et à la valeur utilitaire. Lorsqu'une marque comme Gucci, qui a déjà ses consommateurs et ce qu'ils appellent les fashionistas, ces personnes qui les suivent coûte que coûte, et bien finalement, c'est ces marques-là qui vont réussir à vulgariser et à changer un peu le profil de ces consommateurs. En fait, le gros enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à acquérir de nouveaux consommateurs, de nouvelles cibles, qui ne sont pas forcément les cibles d'aujourd'hui, du Web3, mais de montrer la valeur utilitaire. Et ça passe avant tout par la simplification d'accès aux NFT, leur montrer que c'est simple
et en vulgarisant au possible. J'ai essayé de le faire rapidement et merci pour votre commentaire, mais ce n'est pas évident. Le fait de réussir à montrer que finalement le NFT est cette clé d'entrée, ce passeport qui me permet d'interagir avec la marque et me permet d'avoir des avantages exclusifs, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre. Et si je comprends ça, moi qui suis passionné d'une marque ou d'une autre, je vais m'y mettre. Voilà, je vais m'y mettre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les profils sont surtout un peu geeks, on peut le dire comme ça, mais on tend quand même à une évolution vers des profils de consommateurs qui viennent de la marque et qui se mettent au Web3 grâce à ce qui est initié par la marque. Et ensuite, qui vont s'intéresser aux projets des autres marques. Et en fait, dès lors, et ça c'est aussi intéressant de retenir ça, c'est que dès que je commence à être un peu au fait de ce qu'est le Web3, de comment fonctionnent les NFT, de ce à quoi ça me donne accès, je vais très vite m'intéresser aux avantages offerts par les autres marques pour me rapprocher des marques qui offrent le plus d'avantages et le plus de valeur utilitaire. Voilà. Donc la valeur utilitaire, ça va être par exemple le fait de pouvoir assister à un événement particulier, le fait de pouvoir avoir... j'imagine, nous, dans notre industrie, on sait à quel point le développement produit est important. Donc la marque qui me donnera accès à la définition de la nouvelle catégorie de produits que je veux lancer, bah, je me sentirai je me sentirai un peu important, je sentirai que la marque m'écoute. Et en plus de ça, si la marque me donne un avantage financier à l'acquisition de ce produit, là, il n'y a pas photo, je n'irai pas voir les concurrents, je resterai chez cette marque-là. Voilà. Et donc en ça, c'est intéressant et c'est opportuniste pour les marques. Bonjour, je me demandais si du coup aujourd'hui c'était du coup beaucoup trop précoce de capitaliser uniquement sur le Web3 et que les marques sont obligées de faire limite un mix entre le Web2 avec tous les réseaux sociaux et le Web3. Et est-ce que, deuxième partie de la question, il y aura un avenir proche ou pas où on pourra se contenter du Web3 uniquement? Merci. Alors, je pense qu'on est sur une évolution. On parlait tout à l'heure, je vous ai introduit le fait qu'il fallait dépasser l'approche technique pour comprendre le sens du système, de ce qui se dessine aujourd'hui. Donc le Web 2, les réseaux sociaux, c'est ce qui existe principalement aujourd'hui. Mais ça a remplacé en fait un premier niveau de relation qui était le Web 1, où finalement on ne parle plus vraiment du mail envoyé dans le rapport one-to-one. Alors on sait que le mail, c'est encore important, évidemment, pour notre industrie aussi, pour l'approche promotionnelle, évidemment, mais en fait, on imagine que l'évolution se fera dans le sens du Web 3 pour qu'on ne retienne que le Web 3. Parce que le Web 3, c'est tout ce que fait le Web 2, mais avec des opportunités en plus. Donc, je n'ai pas besoin du Web 2. Enfin, aujourd'hui, j'en ai besoin parce que la transition est nécessaire. Et si je vais tout de suite que sur le Web 3, je m'écarte de mes consommateurs qui sont déjà sur les plateformes sociales et ce n'est pas intéressant. Par contre, demain, si on imagine que tout le monde est déjà au fait du Web 3 et déjà conscient, il connaît déjà les opportunités d'avoir ce NFT, c'est déjà qu'ils peuvent aller sur Discord ou sur Twitter. D'ailleurs, ça me permet de répondre à ça aussi. S'il y a bien une plateforme Web 2 social qui préempte, en fait, qui est celle des communautés du Web 3, c'est Twitter. Twitter, c'est juste que Twitter, en fait, quand on conçoit Twitter avec un œil un peu nouveau qu'on essaie de s'intéresser à Twitter, on se rend compte que Twitter, c'est la plateforme de la conversation et c'est la plateforme où finalement les communautés ont le plus la parole. On le voit, ce n'est pas les marques qui font trop la tendance. C'est les sujets d'actu qui font la tendance. Donc c'est la place donnée aux communautés. Et c'est pour ça que ça marche avec le Web 3. Mais que demain, le Web 3 et ses plateformes Discord et de plus en plus de marques, comme elles ne seront plus dépendantes des écosystèmes sociaux, comme elles seront plus dépendantes de Twitter, de Facebook, d'Instagram, de tous ces autres marques, de tous ces autres écosystèmes-là, elles vont plus forcément aller dépenser de l'argent pour être sur ces écosystèmes-là qui drainent actuellement le gros des audiences. Elles vont développer leurs propres écosystèmes. Et donc, potentiellement, on peut s'imaginer qu'il y aura des agrégateurs de contenu, comme par exemple Discord, où c'est un agrégateur. J'ai tous mes sujets, enfin, toutes mes channels, où je vois en fait toutes mes marques, et je vois des petites notifs sur les marques que j'ai ajoutées à mon Discord, et je vais aller dessus pour voir ce qui m'est dit en announcements, en actu et tout ça. Et donc, on est loin on n'a plus à choisir sa plateforme sociale. Et l'époque où finalement les marques essayaient de savoir quelles étaient les bonnes plateformes, parce qu'on demandait à nos agences conseils
de trouver les bonnes plateformes de communication. Alors Twitter, c'est plus le conversationnel, Instagram, c'est plus la notoriété et l'image, Facebook, c'est plutôt mainstream. Ça ne sera plus le même rapport, sans doute. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Mais demain, le sens de l'histoire, c'est quand même le Web3. Et d'ailleurs, Zuckerberg a, lui, vous l'avez vu, vous avez suivi avec l'actualité, a initié le Web3, a initié cette nouvelle promesse du métaverse, de Meta, qui n'est plus dans le top-down, mais qui est vraiment dans le côté qui est le sens du Web3, en fait. Donc, je suis moi à vivre une expérience que j'ai choisi de vivre et plus dépendant d'une plateforme sociale. Voilà, même si eux, ça reste quand même l'économie de Facebook, de Meta. Donc voilà. Donc, pour résumer, on ne peut pas faire sans le Web 2, évidemment, on ne peut pas faire sans les plateformes sociales. On résume aujourd'hui les plateformes sociales, le Web 2 aux plateformes sociales, parce que c'est ce qui est le plus représentatif. On ne peut pas faire sans, mais avec tout ce qu'amène le Web 3 et tout ce qui est permis avec la médiatisation, avec la relation créée avec ces communautés, ces consommateurs, on imagine qu'on évoluera vers un modèle uniquement Web 3 demain qui intègre tout ce qui est intégré par le Web 2 aujourd'hui. Pas d'autres questions ? Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation très claire. J'aurais une petite question sur les NFT spécifiquement. Étant par exemple une marque Good, quel type de NFT je pourrais utiliser justement pour promouvoir ma marque? Est-ce que ça doit être lié à une campagne? Voilà, comment est-ce que je peux mettre en place un NFT ou plusieurs NFT pour promouvoir ma marque? Alors, il y a différentes solutions en fait. Enfin, pour résumer la création du NFT, donc c'est un acte de propriété, donc en général résumé par un JPEG. La marque, par exemple, peut décider d'éditer, de débuter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui créent des collections. La toute première collection, qu'ils appellent Genesis, parce que c'est la toute première, parce que va s'en suivre d'autres collections qui arrivent. Lorsque je crée ma première collection, je décide du nombre de NFT que je veux créer. Je veux en créer 5000, 10 000. Il y en a plein. On est sur une tendance aujourd'hui. Il y a de plus en plus de collections assez restreintes. 1000 NFT. Par exemple, Hugo Boss va lancer sa collection d'NFT que de 1000 NFT à l'époque où des Bored Ape ou des autres étaient sur plutôt des 10 000. Et donc, ces 1000 NFT-là vont être créés avec des sociétés spécialisées et ensuite vont créer ces petits NFT sur la blockchain. C'est ça qui authentifie l'image, en fait. Je crée et je l'inscris et c'est vérifiable sur la chaîne de la blockchain. C'est vraiment le principe de la création du NFT. Et donc, cette petite image existera et pourra être acquise par les consommateurs, par les clients de la marque ou qui que ce soit. Donc, le principe est toujours le même. Je crée sur la blockchain des images. Ça peut être 1000, 2000, 10 000, peu importe. Et ensuite, la propriété de cette image me donne accès à des avantages qui restent à définir pour la marque. Il y a plein d'avantages possibles. Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est qu'en fait, on dépasse la valeur spéculative où beaucoup de gens faisaient des flips, ce qu'on appelle le flip, c'est-à-dire j'achète un NFT aujourd'hui, je le revends dans 2 jours à 10 fois sa valeur et je ne m'intéresse absolument pas à ce qu'il y a derrière et quel est le message de la marque ou ce qui m'est donné comme avantage par la marque. On quitte un peu cette tendance-là et on va davantage sur la valeur utilitaire et on cherche à voir ce que la marque propose comme utilité. Et donc, il y a un temps qui est fini, qui était le temps de le coup médiatique, où la marque va initier un projet NFT, et donc les médias vont beaucoup en parler, mais finalement, ça tombe un peu en désuétude derrière, et puis le projet s'écroule, et puis plus personne n'en parle. Aujourd'hui, les marques, elles ont tout intérêt à s'intéresser à ce qui est permis en valeur utilitaire. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, et pour finir là-dessus, c'est que en fait, la marque a intérêt à ce que sa collection d'NFT vive bien. Elle a intérêt à ce que des gens revendent leurs NFT pour des nouveaux consommateurs, parce qu'à chaque revente, la marque perçoit des fees de transaction. En fait, ces fees-là sont réinvestis pour l'entretien de cette communauté. Donc en moyenne, c'est 5 à 10%. Ces 5 à 10%, je vais pouvoir la récupérer. Moi, éditeur Hugo Boss, demain, j'essaie de rendre suffisamment attractif mon projet et ensuite proposer des choses concrètes qui vont donner envie à d'autres personnes d'acquérir un de ces 1000 NFT. Il n'y en a que 1000, donc ça va faire monter la demande et les prix, de fait. Les prix montant, les transactions faites, je prends 5%. 5% ensuite sont vérifiables par tout le monde parce que c'est sur la blockchain et c'est le principe de la blockchain, c'est tout est transparent. Ces 5% peuvent être réalloués à la vie de la communauté.
leur faire vivre des expériences uniques, des fashion shows par exemple en tant qu'Hugo Boss, un avis sur les nouvelles collections, une rencontre avec le designer, un avis sur des développements produits. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas de règles, tout est imaginable en fait. Tout est imaginable. Voilà.